Passons désormais au grand 1 de ce chapitre, pourquoi les individus s'engagent. Donc on va faire un panorama de toutes les théories qui expliquent en fait l'engagement politique. Alors tout d'abord, une petite précision, définition, action collective. Alors l'action collective, qu'est-ce que c'est? C'est l'action concertée de un ou plusieurs groupes cherchant à faire triompher des fins partagées. Donc l'action collective, c'est une action concertée de un ou plusieurs groupes cherchant à faire triompher des fins partagées. Voilà, une fois que cette définition est faite et écrite, on peut commencer à voir les premières théories. Alors c'est au 19e siècle, les premières théories sur la contestation, sur l'engagement, mais c'est des théories très psychologisantes, qui est proche de la police en fait, qui justifie l'intervention policière et qui dit grosso modo que les individus sont des moutons et qui suivent des meneurs qui sont conspirationnistes, ces meneurs-là, et que les gens, bon c'est la théorie des foules, ça s'appelle, que les gens sont des masses en fait anonymes, irrationnelles. Alors évidemment, sous hypnose même, sous hypnose, bon. Cette théorie n'est pas très intéressante, mais elle soulève en fait des questions qui vont rester et qui sont intéressantes. Ces questions sont celles-ci. Que se produit quand un grand nombre de personnes se retrouvent dans un lieu public? Comment se constituent des groupes contestataires? Il y a une construction du groupe contestataire. Et comment fusionne dans une action commune un ensemble d'individus? Donc voilà les questions qui vont animer ce grand A. Grand A, première théorie, la théorie de la frustration relative. C'est une théorie intéressante parce qu'elle mêle en fait deux apports théoriques conséquents du 19e siècle. Alors c'est James Davies qui va reprendre en fait, grâce à cette théorie, on va faire une petite synthèse grâce à cette théorie de la frustration relative, de l'apport de Marx et de Tocqueville. Alors James Davies, je mettrai son nom dans les commentaires afin que vous ne vous trompiez pas sur l'orthographe. Alors il reprend l'idée de Marx qui a une paupérisation et une exploitation grandissante et qui est source de révolution. C'est une thèse assez simple, ça, elle va être développée par Marx, elle va être plus complexe, on va le voir. Et Davies, disons, poursuit un peu ce travail de Marx, le réexplique, et voit aussi dans Marx l'idée qu'il y a un décalage entre cette situation de paupérisation grandissante et les aspirations. Et les aspirations, c'est demain, qu'est-ce que nous, individus, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous aspirons pour nos enfants, qu'est-ce que nous attendons du futur. Et Tocqueville va dire aussi que ce décalage entre cette situation objective, ce qu'on vit réellement, et puis nos aspirations, et bien c'est là où où se réalise plutôt la révolution, ou le conflit social, si vous voulez, l'action collective. Et Tocqueville dit, lui, que c'est souvent dans les périodes où il y a une fin d'oppression d'un régime, que là où éclatent, où surgissent les nombreuses aspirations. En fait. Et les mouvements sociaux se font grandissants quand l'oppression tombe. Et non pas ce qu'on pourrait penser, de prime abord qu'il y a beaucoup d'oppression, les tyrans sont très forts, donc il y a beaucoup de contestations. Non, au contraire, quand ils sont très forts, c'est très difficile de mener des actions collectives dans une dictature, sinon vous êtes emprisonné. Donc cette souffrance-là, elle est contenue pendant des années, et quand le régime tombe, et bien là, les mouvements sociaux éclatent. Et donc ça, vous allez le voir à travers le schéma que je vous ai mis dans le monde des SES, là sous la vidéo, de Davies. Davies qui a fait un schéma qui s'appelle la courbe en J inversée, et ça montre bien, avec cet exemple de la révolution russe, que vous avez l'aspiration qui se développe du peuple russe, fin du 19e, début 20e siècle, la révolution russe c'est 1917, et donc vous avez une chronologie comme ça, avec l'émancipation des paysans, les nouveaux emplois, les réformes, les répressions, et à un moment donné, dans la situation réelle, là, eh bien, il y a une chute, c'est la répression, la défaite devant le Japon, donc je lis
le graphique, vous pouvez aussi le lire en même temps, la terreur blanche et la détresse et la famine. Donc les aspirations sont grandissantes, les gens veulent toujours plus pour leurs enfants, que ça aille mieux, mais la situation réelle, après avoir progressé grâce à l'émancipation des paysans, eh bien, connaît une rupture. Et cette dichotomie, c'est-à-dire cet écart qui va se creuser à un moment donné entre les aspirations et la situation réelle, eh bien c'est là que va se produire la Révolution, 1917. Donc voilà, ça c'est une théorie intéressante que Davies étudie. Et puis Gür, son acolyte, son collègue, va lui systématiser un petit peu cette théorie et va donner, il y a 3 schémas en dessous aussi, 3 autres modèles de la frustration relative. C'est le premier, vous avez des niveaux d'attente qui sont constants, et puis une situation de satisfaction réelle qui se dégrade, vous le voyez sur le graphique. Deuxième situation, vous avez des niveaux de satisfaction réelle qui stagnent, mais des niveaux d'aspiration, d'attente qui s'élèvent très rapidement. Donc à chaque fois, il y a un écart qui se creuse, quoi, en fait. Et puis la dernière, c'est la double peine. Le niveau d'attente s'élève quand les niveaux de satisfaction réelle baissent. Donc c'est le cas de la Révolution russe où finalement les deux vont s'écarter. Voilà, donc ça c'est la théorie de la frustration relative. Voilà, on a fini le grand A. Maintenant, le grand B, le modèle de la lutte des classes. C'est la théorie de Marx qui est la plus construite, celle qui va donner dans l'histoire, qui va rester le plus longtemps dans l'histoire. Parce qu'encore aujourd'hui, les sociologues, les politologues s'inspirent de ses travaux. Entre autres, il y en a d'autres aussi. Et donc, Marx, il est plutôt sur une explication de l'action collective qui est par séquence. Il y a 3 séquences selon lui. Première séquence, c'est les intérêts communs qui sont fondés sur une situation matérielle commune de classe. Vous vous rappelez la théorie de la classe sociale dans votre cours. Eh bien, voilà, la première séquence, il faut qu'il y ait des intérêts communs dans la classe sociale. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait une situation matérielle commune. Par exemple, la classe ouvrière, ils travaillent dans l'usine ensemble, ils ont un niveau de salaire qui est proche, et donc il y aura des intérêts communs. Ensuite, la prise de conscience, ce qu'on vous a appelé en classe peut-être la conscience pour soi. Conscience pour soi serait la deuxième séquence, alors qu'en soi serait la première. Prise de conscience d'intérêt commun. Donc là, l'apport de personnes qui vont se réunir, de réunions publiques, de partis politiques, de syndicats. Et puis la troisième séquence, c'est l'action collective. Mais l'action collective peut arriver seulement si les 2 premières existent. Et pour rendre compte de ce processus, Marx va mobiliser 3 composantes dans chaque étape finalement, dans chaque situation. Dans chaque situation, il y a une composante historique. Quel est le contexte économique? Est-ce qu'il y en est en crise? Est-ce qu'on est en période de croissance? Le contexte technique, historique, c'est technique, économique, social. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une société de servage dans l'Ancien Régime? Est-ce qu'on est dans une société capitaliste? Est-ce que capitaliste moderne? Est-ce qu'on est au XXIe siècle, pas dans le même type de capitalisme qu'au XIXe? Donc ça, c'est une composante historique différente. Et puis la composante structurale, deuxième composante, c'est la nature des rapports sociaux. C'est-à-dire que est-ce que les classes sociales s'opposent fortement? On pourrait dire finalement qu'aujourd'hui, les classes sociales, entre les classes populaires et les classes aisées, on voit des inégalités qui explosent là, avec les marchés financiers au début à partir du XXIe siècle. Là, on est dans une situation de classe sociale qui est plus éclatée, qui est plus opposée. Il y a plus d'antagonisme aujourd'hui. Les ultra-riches sont encore plus riches et la situation des pauvres stagne relativement, voire se dégrade pour certains, pour les plus jeunes. Donc voilà, quelle est la composante structurale? La structure de la société en classe, comment elle évolue. Et la troisième composante, c'est la motivante. Les motivations à agir des individus. Donc là, on est proche de la théorie de la frustration. Est-ce qu'on est motivé pour le faire? C'est-à-dire que, comment se représentent les individus la situation? On peut avoir une situation objective qui est d'une croissance modérée. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a une situation économique qui est de mieux en mieux, puisque le PIB fait que d'augmenter chaque année. Mais la composante motivante, les gens ont intériorisé
hein, ont dans la tête qu'on est en crise. Hein. Or on pourrait dire, bah non, le PIB progresse, donc on est plus riche. Mais voilà, donc les gens ne représentent pas les choses de la manière dont les économistes pourraient analyser la situation. Voilà, donc 3 composantes importantes, hein, historique, structurale, motivante. Et puis Marx dit qu'il faut qu'il y ait un conscientisateur, hein, il faut qu'il y ait un syndicat. Donc là, voilà, le syndicat permet de faire le lien entre la situation concrète, la motivation, les intérêts communs, etc. Donc ça, c'est le dernier point. Hein. Il faut qu'il y ait un conscientisateur, et lui, Marx dit il faut que ce soit le syndicat, le parti. Hein. Vous vous rappelez, Marx, c'est celui-là qui est à l'appel de la première internationale socialiste, et qui veut renverser le capitalisme. Hein. Voilà, vous retrouverez un document dans le dossier documentaire sur Lilian Mathieu, donc je vous en parle pas là, mais vous le verrez dans le débat ou dans le dossier documentaire, qui reprend un peu Marx, mais qui l'actualise un petit peu. Et puis, on va peut-être dire un mot sur Bourdieu et Axel Honneth, pour finir ce grand B. Alors, pour Bourdieu, le conflit est l'expression des inégalités sociales. Hein. Il y a des inégalités objectives, hein, comme on a vu les différences entre les classes sociales, et puis il y a celles aussi subjectives qui sont importantes pour Bourdieu. Hein, Bourdieu, voilà, il y a des inégalités, alors certes c'est le support, hein, ce que pourrait dire Marx, les conditions matérielles, là c'est les inégalités objectives, et puis il y a aussi les expériences subjectives de chacun, c'est-à-dire que est-ce qu'on a des sentiments d'échec, est-ce qu'on représente le monde, comment on se représente le monde. Si on pense que c'est notre faute, qu'on est nul, eh bien on va peut-être pas rentrer dans l'action collective. Pour rentrer dans l'action collective, il faut avoir une certaine fierté, c'est ça que dit Bourdieu, et il faut avoir un sentiment positif de soi. Hein, par exemple, les cheminots annoncent qu'ils vont faire grève, et donc c'est un corps de métier qui est assez solidaire, les cheminots, parce qu'ils se représentent le métier de cheminot comme quelque chose d'éminemment positif, de fort. Hein, c'est comme les mineurs au 19e siècle, c'est-à-dire que c'est comme les dockers, c'est des professions qui sont très mobilisées. Hein, on pourrait dire médecins aussi, parce qu'ils sont bien vus, eux se voient comme des gens effectivement qui font fonctionner le pays, les médecins c'est pour la santé, les cheminots ils transportent des millions de personnes tous les jours, donc voilà, comment on se représente les choses. Donc c'est ça que dit Bourdieu. Vous pouvez mettre les exemples évidemment dans le cours, c'est important. Et puis Axel Honneth, lui, il perçoit aussi dans ses inégalités subjectives qu'elles jouent de façon importante, et il dit le sentiment d'avoir une image positive de soi, la capacité à définir son injustice est aussi importante. Est-ce que j'ai un mauvais salaire parce qu'il y a une injustice, parce que je suis une femme, par exemple, ou est-ce que c'est parce que finalement je fais mal mon boulot, je ne suis pas assez productif, effectivement je ne connais pas internet, j'ai du mal à m'adapter, voilà, donc si on se dit c'est notre faute, cette injustice, voilà, eh bien on va culpabiliser, mais on va pas lutter, quoi. Et est-ce que on se sent appartenir à une profession ou pas, hein. Si plus on est intégré, plus on rentre dans le conflit, en fait, hein. Voilà, donc Axel Honneth, sentiment d'appartenance, image positive de soi, capacité à définir l'injustice. Voilà pour le grand B. Grand C, le modèle économique. Alors, le modèle économique, c'est théorisé par Olson, Mancure-Olson. Lui, il dit l'action collective, c'est un rapport coût-avantage. Voilà, donc là, il faut être dans la peau d'un économiste libéral, où on rentre dans une action collective si on a un avantage supérieur au coût. On peut avoir un avantage supérieur parce qu'on pense que même si on fait une journée de grève, hein, c'est un coût de 100 € par exemple de faire une journée de grève, on n'est pas payé, mais comme on lutte pour des augmentations de salaire et qu'on a de bonnes chances de les avoir, eh bien on va rentrer dans l'action collective parce qu'on est rationnel, et en faisant cette action, on va avoir, je sais pas, une augmentation de 300 € par mois, voilà, pour le reste de notre carrière professionnelle. Donc, Mancure-Olson dit ceci, il dit aussi que le coût, souvent c'est un coût en temps, en argent, je l'ai dit, mais parfois aussi en considération, hein, parce qu'on se met sur le devant de la scène, c'est pas toujours évident, faut parler en public,
on a peur du ridicule, voilà. Donc tous ces coups-là expliquent pour Olson aussi la désaffection, le fait que les gens s'engagent moins et parfois préfèrent même le ticket gratuit ou le passager clandestin. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que comme il y a un coût important à l'action collective, on aime mieux ne pas faire cette action collective, ne pas y participer. Si on n'y participe pas, en plus, on n'a pas le coût, donc on va économiser nos 100 euros. Hein. Le gréviste il perd 100 euros, moi je continue à travailler, j'ai mes 100 euros. Mais s'il y a une augmentation de salaire qui se produit, si l'action collective réussit, eh bien l'augmentation de salaire elle sera pour tous les ouvriers, pas seulement pour ceux qui ont fait la grève. Donc, eh bien c'est pour ça qu'il dit, Olson, qu'il y a un passager clandestin. C'est-à-dire qu'il ne paye pas le voyage et il arrive quand même à bon port. Hein. Bon bah là c'est pareil, il subit pas les coûts, mais il a la récompense. Donc il a intérêt finalement à prendre un ticket gratuit, il a intérêt à ne pas agir. Voilà ce que dit Olson. Voilà. Alors évidemment, après, il y a la pression du groupe hein, qui peut jouer, c'est-à-dire que la non-participation peut être mal vue. Hein. On se souvient des taxis l'année dernière où les taxis qui continuaient de circuler pendant la grève des taxis, eh bien, les grévistes avaient pris des pierres et leur jetaient sur leur voiture. Donc c'est un moyen pour les grévistes de faire pression sur ceux qui continuent pour qu'ils arrêtent. Parce qu'une grève, on sait bien qu'elle marche si beaucoup de gens font grève. Hein. S'il n'y en a qu'une minorité, ça ne marche pas. Donc voilà, où il peut avoir aussi, on va le revoir, mais des atouts, des avantages de considération à faire grève. Sur oui, voilà, sur le grand C, je pense que c'est bon. Grand D, de nouveaux modèles culturels, de nouveaux engagements. Alors, on va tout d'abord voir Englehart. Englehart, Ronald, c'est, vous l'avez peut-être vu en cours, peut-être on n'a pas dit son nom, mais vous l'avez sans doute étudié. C'est le premier point, vous mettez en dessous du grand D, petit 1, les valeurs post-matérialistes. Les valeurs post-matérialistes. Alors, lui, il définit l'action collective, il la qualifie, en disant qu'il y a un changement de paradigme, un changement de mouvements sociaux. C'est plus les mêmes qu'autrefois. Avant, c'était des mouvements sociaux liés au travail, c'était matérialiste. Maintenant, c'est post-matérialiste. C'est-à-dire c'est plus sur le salaire. C'est plutôt sur des grands idéaux, comme l'écologie, la région, le bien manger, la consommation. Et donc, on passe d'un acteur du changement social qui était la classe ouvrière, à un autre. Maintenant, c'est davantage les classes moyennes qui font les actions collectives, qui s'engagent, qui manifestent. Hein, le féminisme aussi. Bon. Et donc, Englehart, voilà, montre qu'il y a un changement important, qu'il faut quand même relativiser. Hein, c'est-à-dire que sa théorie est intéressante, mais l'un ne se substitue pas à l'autre, en fait. Hein, évidemment, les grands mouvements sociaux, on l'a vu ces dernières années au XXIe siècle, c'est pas seulement le féminisme, le régionalisme, l'antiracisme, c'est aussi les conflits du travail. Mais il y a les deux qui se développent. Donc ça, c'est à partir des années 70. À partir de 70. Bon voilà, ça, vous mettez un renvoi, relire le cours tronc commun avec votre professeur. Hein, parce que vous l'avez vu aussi, donc si vous avez ce sujet-là au Sciences Po, vous allez voir, hein, vous vous souvenez de ce que vous avez vu en cours, et vous citez aussi ce que vous avez défini. Vous avez dû faire un tableau, voilà. Ensuite, sur les valeurs post-matérialistes, c'est bon. Les petits 2, les nouveaux mouvements sociaux, vous pouvez mettre nouveaux mouvements sociaux NMS. Voilà, pareil, renvoi vers le cours. Vous avez vu en cours les nouveaux mouvements sociaux, hein, c'est ce que je vous ai dit, avec des groupes moins importants, hein, plutôt le groupe des femmes, le groupe des personnes antiracistes, des associations, hein, c'est plus forcément les syndicats qui agissent, hein, et qui vont faire ces nouveaux mouvements sociaux qui sont plus sur des valeurs liées au mode de vie. Voilà, d'accord. Donc voilà, NMS, nouveaux mouvements sociaux, ça doit vous dire quelque chose. Grand E, point suivant. Grand E, vers une analyse synthétique de l'engagement. Donc c'est les deux dernières théories qui permettent d'expliquer l'action collective.
Alors, la première, petit 1, la théorie morale de la reconnaissance. Onès. Voilà, on continue, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, Axel Onès, la théorie morale de la reconnaissance, petit 1. Lui, on poursuit sur ce qu'il disait, c'est-à-dire que l'expérience du mépris, l'humiliation ou la fierté va jouer un rôle moteur dans les conflits. Et il y a une lutte pour la reconnaissance. On le voit bien dans les médias. Pour qu'une lutte réussisse, il faut qu'elle frappe les esprits dans les médias. Et les médias au sens large. C'est pour ça que les associations, les syndicats investissent Twitter, Facebook, etc. C'est pour gagner cette bataille de la reconnaissance. Et on peut voir des exemples comme le mouvement LGBT. Lesbiens, gays, trans, où on voit qu'ils organisent tous les ans une marche des fiertés. La marche des fiertés, c'est pour se montrer, pour dire non à l'invisibilité. Pendant des siècles, on a tué, et c'est encore le cas dans certains pays, l'homosexualité par exemple. Et voilà, ça apparaissait pas naturel, et donc même les gens, même s'ils étaient attirés par des personnes de même sexe, ils se bridaient et ils n'arrivaient pas à les formaliser, ou alors ils se disaient je suis fou, je suis pas bien, etc. Donc cette non-visibilité pendant des siècles, elle a été rompue par ces mouvements LGBT qui sont de plus en plus importants. On peut voir les mouvements antiracistes aussi, où les personnes noires vont défiler, vont utiliser des slogans comme Black is Beautiful pour permettre justement de dire on est fier, on est là et on n'est pas des individus de seconde zone. Voilà, donc ça c'est l'estime de soi qui va progresser. Plus les gens ont une estime de soi forte, plus ils rentrent dans la lutte, plus ça permet l'émancipation de ces personnes. Voilà, donc ça c'est intéressant aujourd'hui de voir ça et d'expliquer l'action collective par ce biais-là. Dernier point, petit 2, la théorie de l'opportunité politique de Filleul. Voilà, un sociologue français, théorie de l'opportunité politique. Là, c'est une analyse un peu globale, en fait, qui reprend un petit peu tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire que Filleul, il dit que les mouvements sociaux s'inscrivent dans des échanges avec d'autres organisations. C'est-à-dire, une lutte est menée par un syndicat, par exemple, et elle est en lien avec des relais politiques. Par exemple, on est à la CGT, on va solliciter des partis de gauche pour nous aider dans l'hémicycle à voter contre la loi des cheminots, ou contre la loi travail. Et on va demander aux députés de porter plainte au Conseil constitutionnel, enfin de saisir le Conseil constitutionnel, parce qu'on pense que la loi n'est pas conforme à la Constitution. Donc voilà, on peut avoir un député, on le fait venir dans une salle pour faire une réunion publique, donc ça amène une mobilisation. Donc le syndicat, l'acteur de la lutte, le conscientisateur, dirait Marx, regarde qui peut le soutenir. Est-ce qu'on a des médias qui sont plutôt bienveillants ? Donc on peut, je sais pas, on est invité au JT de TF1, alors évidemment le JT de TF1 c'est le contre-exemple, parce qu'il y a une grosse défiance sur les cheminots, par exemple en ce moment ils font un gros tapage médiatique pour les discréditer, pour dire c'est des privilégiés, etc. Donc il y a évidemment, les médias sont plutôt du côté de médias dominants, sont plutôt du côté de Macron aujourd'hui. Et donc c'est une difficulté pour les syndiqués aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, dans les médias, il y a aussi peut-être des médias qui vont être plus proches du mouvement social, ou bien qui vont s'y opposer. Donc la lutte, elle est aussi là-bas. Et donc Filleul, il dit, une organisation qui mène une lutte, elle doit prendre en considération aussi qui peut les aider, quel groupe autour peut les aider, et puis est-ce que la loi est de leur côté? Est-ce que le système administratif, juridique, permet de mobiliser? Ou alors, est-ce qu'on a un pouvoir qui va justement, je sais pas, je pense à l'affaire de Continental il y a quelques années, où les personnes avaient perdu leur emploi, des milliers de personnes perdent leur emploi, et ils vont saccager la préfecture. Bon, et bien là, l'État, on porte plainte et on les traîne devant la justice pour dégradation. Donc la justice est plutôt là contre eux, répressive vis-à-vis d'eux. Mais en même temps, ça peut faire monter la lutte parce que ça les pose en victime. Donc vous voyez que les choses ne sont pas simples.
Voilà la théorie de Filleul. Eh bien, j'espère que ça a été. Vous n'hésitez pas à couper, évidemment, et à reprendre s'il y a des choses qui ont été trop vite, que vous n'avez pas comprises, et évidemment, poser des questions. Donc, on se retrouve la prochaine séance pour l'étude du dossier documentaire. Voilà.